Révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, consultation citoyenne lancée par les autorités du Sénégal partout dans les 14 régions du Sénégal. Ainsi, à Kolda, les 29 et 30 janvier marquent 48 heures de consultation citoyenne pour la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Ainsi, acteurs, administrateurs, techniciens et élus ont participé à ces 48 heures de consultation pour donner le maximum de même pour le développement du Sénégal. Le 31 janvier 2025 marque la date du CRD pour mettre toutes ces idées en papier car la loi était conçue depuis 2004 et manquait de communication. Pour permettre cette nouvelle loi d'être à hauteur de ses missions, beaucoup de questions ont été soulevées, notamment le point phare, le dragage du fleuve Casamance, surtout dans la partie de la région de Kolda pour permettre à l'accessibilité de l'eau. Mais d'autres points ont été aussi soulevés, comme le vol de bétail, le manque de matériel agricole et de techniciens pour la réparation de ces matériels ont été soulevés. Écoutons quelques participants, quelques chefs de projet et enfin le gouverneur M. Ndiaye au micro de Dendal Fuladu TV. Les transformateurs ne figuraient pas, alors que la transformation aujourd'hui est devenue un métier. Il ne fallait pas énumérer les métiers, mais il fallait revenir sur le statut juridique. Est-ce que pour les transformatrices, l'État a prévu des juridiques pour le transformateur? Je pense que c'est prévu. Parce que pour la transformation, c'est encadré d'abord par l'autorisation FRA, et ensuite, pour les transformatrices, vous créez un GIE et le GIE est encadré. Donc ce n'était pas de lister les métiers, les corps de métier, mais il fallait revenir sur le statut juridique que l'État avait promis aux OP, aux organisations, aux agriculteurs, aux éleveurs et à la pastorale en général. Toutes les autres organisations que nous n'avons pas mis dans le tableau, c'est parce qu'ils sont pris en compte par le statut juridique. C'est là où ça devient très intéressant. Parce que tout ce que nous disons là doit être basé sur une planification concertée. D'abord dans le pôle sud, je propose à ce que tous les massifs forestiers qui se trouvent dans le pôle sud soient aménagés. Ça c'est la base. Deuxièmement, que dans toutes les collectivités territoriales, qu'il y ait un plan d'aménagement et d'affectation et d'occupation des sols qui permet de savoir où est-ce qu'on doit cultiver, où est-ce qu'on doit laisser les parcours de bétail, les voies d'accès, tout ça soit très clair. Des conventions. Le plan d'aménagement forestier ne suffit pas, mais il faut qu'il y ait des conventions locales, comme le code forestier maintenant l'autorise, pour que dans chaque commune on dit voilà comment nous on accède à nos ressources, comment on les gère. Et ça nous permet de gérer beaucoup de choses, même les transhumants, à partir de ces conventions, on peut les gérer dans l'équipe, parce que l'État ne peut pas les interdire à venir. Aujourd'hui, la qualité que les paysans ont eu, la qualité des semences, et nous connaissons aussi les problèmes qu'il y a dans la multiplication des semences. Ça, c'est des points qu'il faut toucher du doigt. Bon, pour ce qui est du mix énergétique, nous avions associé au mix énergétique, surtout par rapport à l'utilisation dans les grands centres pour diminuer l'utilisation du charbon de bois et aussi du bois de chaude. C'est pour éviter la déforestation ici. Parce que les quotas actuellement au Sénégal sont plus pourvus par la région de Kolda. Là aussi c'était un point qu'on avait oublié au niveau du groupe. C'était la décentralisation des centres de maintenance du matériel et équipement agricole. Beaucoup de matériel tombe en panne, mais on ne trouve pas quelqu'un de maintenancier à proximité. Nous savons qu'il y a une salinisation du fleuve Casamance. Alors, depuis quand on est en train de parler du dragage? Je pense qu'aujourd'hui, on doit commettre un comité technique d'étudier sa faisabilité. Parce que ça fait une trentaine d'années qu'on parle du dragage du fleuve. Parce que le fleuve Casamance, ici, il n'a pas une source comme le fleuve Sénégal. Il est plus alimenté par les eaux de pluie. Donc, en dragant, ça veut dire que s'il y a une faible pluviométrie, on risque
risque d'avoir la langue salée, l'avancement de la langue salée. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier et prendre au sérieux. Dans les interventions des différentes organisations ici présentes, si je parle même de l'exemple de Caritas, récemment on a formé une quarantaine de jeunes issus du département de Médina Yoro Foulah sur tout ce qui est technique de réparation et maintenance de machines. Alors, bon, jusque-là, même avec le suivi qu'on est en train de faire avec eux, ils ne parviennent pas à être insérés. Donc, c'est un problème. Il y a eu une information selon laquelle il y a eu des pays qui ont émis le besoin d'avoir des jeunes comme main-d'œuvre. Vous avez vu la ruée qu'il y a eu au niveau des bausses. Donc c'est vraiment également l'occasion de dire que c'est une honte également pour vous. Madame Barry Djaïna Babalde, je suis présidente des groupements de promotion féminine au niveau du département de Kolda. Aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, c'est revoir les activités planifiées depuis des vingtaines d'années sur l'agro-silvopastoral. Donc c'est là qu'on nous a appelés à Furdou pour un atelier de 2 jours. Si vous voyez la présence de la salle, les ateliers ont dit 25 membres, mais 4 femmes. Donc c'est un déficit, c'est un handicap pour les femmes. Je fais la transformation, je fais l'agriculture, je fais l'élevage. Ici, dans notre région naturelle, on n'a même pas d'eau pour la maîtriser. Parce que les femmes font du maraîchage. Tu vois des femmes qui se lèvent à 4 h du matin à la recherche d'eau pour arroser leurs plants. Est-ce qu'ici, il y a une maîtrise d'eau? On a le fleuve Casamance ici, qui n'a pas été dragué depuis des centaines d'années. Chaque régime qui vient, ils nous promettent, et ces promesses ne se tiennent jamais. Ici à Kolda, si les robinets coupent, on ouvre les robinets, tu trouves de l'eau rouge. On ne vit même pas de l'eau propre au niveau des ménages, à plus forte raison pour approuver les bétails ou arroser des plants. Bien vrai, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Nous, notre région, on a beaucoup d'ONG qui interviennent, surtout dans les arrondissements, les départements. Mais la commune, il y a un déficit qui paie. Pourtant, les femmes de la commune aussi, elles font de la transformation. Mais pour l'eau, c'est un grand handicap. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont qu'à renforcer les retenues d'eau, améliorer les forages, former les jeunes pour d'autres générations. Parce que nous, bientôt, on va finir. Il y a 20 ans déjà, on avait un programme qui est parti à mi-parcours. Ça n'a pas réussi. Donc, c'est les générations futures qu'il faut des renforcements de capacité. On a des tracteurs, des machines. Si ça tombe en panne, il faut aller jusqu'à Ziguinchor, à Dakar. Kolda est toujours dépendant d'une autre région. Il faut qu'on nous implique en avant et en aval. Parce que c'est la femme qui est le développement de ce monde, je peux dire. Sans la femme, vous ne mangez pas à la maison si vous rentrez à midi. Je m'appelle Djeri Gueye, je suis membre du conseil d'administration du CNCR. Je suis aussi membre du comité ad hoc en charge du processus de révision et d'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale qui nous réunit aujourd'hui. Bon, l'objectif était qu'on était venu ici à Kolda en tant que dans les consultations citoyennes, ce qu'on appelle les consultations citoyennes. Les consultations citoyennes, c'est le regroupement de tous les acteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique qui vont se pencher sur d'abord la révision, l'actualisation. Quand on parle d'actualisation, c'est un peu se projeter sur la deuxième génération de loi qui va régir les activités agro-silvopastorales et halieutique, Inch'Allah. Donc c'est les consultations qui regroupent tous les acteurs pendant 2 jours, qui sera sanctionné par un rapport qui sera soumis au conseil régional de développement. D'abord, je dois dire que la première génération de loi, c'était de 2004 à 2024. Ça devait faire 20 ans. En 2024, le président sortant avait instruit ses services de procéder à la révision de la loi qui devait durer 20 ans. Donc 2004-2024, ça fait 20 ans. Tout ça, c'est des enjeux, c'est de nouveaux enjeux qu'il va prendre en compte. Et aussi, c'est de nouveaux défis qu'il va falloir intégrer dans la deuxième génération de cette loi. Donc, c'est tous ces aspects-là que les consultations citoyennes devaient prendre en compte, y réfléchir et faire des propositions pour être intégrés dans la deuxième génération
de loi qui va démarrer à partir de 2025, Inch'Allah. En tout cas, on a vu ici à Kolda, il y a eu de bonnes propositions. D'abord, il y a une bonne mobilisation, les acteurs sont venus en nombre. Et puis il y a une grande diversité d'acteurs aussi, de tous les secteurs, agro, sylvopastoraux, si on parle de ces secteurs, c'est les agriculteurs, les éleveurs, les jeunes, les femmes, les acteurs qui s'activent dans le domaine de la foresterie, la sylviculture, etc. Donc tous, ils sont vraiment venus en grand nombre, ils ont réfléchi, ils font des propositions intégrantes, parce qu'au final, c'est le devenir de leur métier qui est en jeu. Le médecin, l'infirmier, l'instituteur, s'ils peuvent bénéficier de la protection sociale, pourquoi pas l'agriculteur, ou bien l'éleveur, ou bien le forestier. Donc c'est tous ces aspects qu'il va falloir maintenant prendre en compte dans une loi cadre d'orientation qui est la loi d'orientation agro-sylvopastorale et halieutique. Halieutique, pourquoi halieutique? Parce qu'en fait, l'halieutique n'était pas dans la première génération de loi, la pêche. Donc, cette année, pour la deuxième génération, il va falloir carrément prendre en compte les aspects halieutiques. Parce que Dieu merci, le Sénégal a trouvé du pétrole et du gaz qu'il va exploiter, qui va impacter le secteur de la pêche. Donc carrément, il va falloir prendre en compte ce secteur pour étudier, voir comment relever les défis et régler les enjeux par rapport à ce sous-secteur de la pêche. Donc cette nouvelle loi va s'appeler loi d'orientation agro-sylvopastorale et halieutique. Mamadou Mansour Sen, je suis le président du cadre de concertation régionale de la région de Kolda. Qui dit cadre régional de concertation, c'est un regroupement de producteurs d'horizons divers par la grâce du président de la République, son Excellence M. Diomaye Faye et son Premier ministre, qui ont bien voulu porter à travers tout ce pays l'organisation de ces journées pour que producteurs que nous sommes puissions nous faire entendre, puissions revendiquer des droits. Au cours des ateliers, c'est la réflexion de tout le monde. Parce que les ateliers sont composés de plusieurs acteurs dont les sensibilités, disons, ne sont pas les mêmes. Le problème de l'eau, d'accord, certes, il existe. L'État fait beaucoup d'efforts. Mais il reste encore à faire. Quand on sait que toutes ces eaux de pluie là au niveau de Kolda sont perdues dans le fleuve et ensuite à la mer. Donc je pense qu'il faudra faire quelque chose pour valoriser cette eau. Et d'autre part, au niveau des forages, souvent l'eau n'est pas de très bonne qualité, il faut le reconnaître, surtout au niveau de Kolda. Et la perte du fleuve Casamance, le marigot de Kolda, cause beaucoup de pénalités, aussi bien pour les cheptels que pour les agriculteurs que nous sommes. Babacar Diol, responsable chaîne de valeur banane, recherche, développement et également des centres de gestion et d'économie rurale au niveau du projet Djersi de Beidare. Donc pour cet atelier, l'objectif du projet, c'est tout le temps d'accompagner les acteurs des différentes chaînes de valeur agro-sylvopastorales, puisque le projet Djersi intervient dans ces différentes chaînes de valeur. Donc nous intervenons dans la chaîne de valeur riz, chaîne de valeur maïs, chaîne de valeur banane, mais également la chaîne de valeur lait. Donc au niveau de chaque chaîne de valeur, je pense que nous avons des manquements au niveau surtout de l'accès au financement. Il y a également au niveau des infrastructures. Pour le riz, il y a les problèmes surtout d'aménagement. Au niveau de la banane, il y a surtout l'accès au matériel végétal, mais également l'accès au système aux investissements, surtout le système d'irrigation, et également les renforcements de capacité aussi doivent être renforcés dans ces différentes chaînes de valeur. Au niveau également de la chaîne de valeur lait, le problème se situe souvent au niveau des problèmes de statistiques, au niveau de la chaîne de valeur lait, mais également l'accès à des infrastructures de base, surtout l'accès à l'eau. Depuis lors, on nous a mis vraiment sur le circuit
pour accompagner le gouverneur de région, les gouverneurs de région pour l'organisation de ces journées de consultation. Et on l'a fait avec tous les partenaires, en concertation avec les acteurs. C'est l'occasion de remercier le gouverneur qui a mis en place un comité local, dont les services techniques impliqués dans la loi sont ici présents. Donc de le remercier en tout cas de l'accompagnement, en tout cas auprès du gouverneur pour mettre en place en tout cas ce comité, mais aussi le suivi aussi des consultations. 2 jours durant, on est en train de débattre sur en tout cas les questions qui sont autour en tout cas de la révision de la loi. On est satisfait en tout cas de ce que vous m'avez entendu. On espère que notre contribution va contribuer dans le document national et remercie vraiment le comité ad hoc pour nous avoir accompagnés en tout cas dans cet exercice. Kolda vient de terminer ses consultations citoyennes sur ce processus d'actualisation et de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique, pilotée par le ministère en charge de l'agriculture. Aujourd'hui, c'était le dernier jour des 3 qui nous ont amené, qui ont amené le comité régional de développement et ses membres à travailler, à se concentrer sur les conclusions des concertations citoyennes en vue de leur validation par l'instance régionale. Au vu des consultations, il est ressorti que, effectivement, la région de Kolda, les acteurs en tout cas, ont exprimé avec le ministère le besoin urgent de réactualiser cette loi de 2004, de la réviser en vue de l'adopter au contexte actuel observé avec l'adoption d'un nouveau référentiel. Les mots-clés, c'est davantage renforcer les fleurons de la région de Kolda qui s'activent autour de l'agriculture, à savoir la Sodagri, la Sodefitex, qui, par le passé, jouait un rôle très déterminant dans l'accompagnement et l'encadrement des producteurs. Les producteurs, ces populations de Kolda, ont demandé également davantage la vulgarisation de la loi après sa promulgation. La loi de 2004 a souffert d'un déficit de vulgarisation et une loi qui n'est pas suffisamment vulgarisée va souffrir de son appropriation par les populations qu'elle-même tend à servir. Donc il faudra insister sur le partage après la promulgation de cette loi dans le cadre d'une meilleure vulgarisation. Il y a également un message clé lancé par les acteurs de Kolda réunis ici en CRD, mais également en consultation. Les acteurs ont souhaité vraiment qu'il y ait un peu plus de visibilité, un peu plus de réforme dans la mise à disposition du matériel agricole. C'est un problème, le matériel agricole est un levier sur lequel on peut appuyer, on peut intervenir pour booster la production. Mais on voit que l'État fait beaucoup d'efforts dans l'achat de matériel agricole dans le cadre de la mécanisation, mais que, in fine, le petit producteur-là rencontre d'énormes difficultés pour accéder à ce matériel agricole. Dans le cadre de la mécanisation, on a vu que tout le matériel, il y a beaucoup de matériel qui sont en souffrance actuellement dans nos régions, dans nos localités. Et je félicite la DEMER qui a, le ministère qui a vraiment envoyé une mission d'audit et de mise à jour de ce matériel-là pour voir où en sommes-nous dans l'utilisation de ces matériels. Et vraiment, la mission que nous avons reçue ici a fait un inventaire exhaustif du matériel agricole en souffrance, en immobilisé dans nos différentes localités. Et là aussi, c'est une manière de remercier le ministère à travers sa direction qui va prendre les dispositions utiles à réparer, n'est-ce pas, tout ce qui peut l'être et le mettre in fine à la disposition des producteurs. Les feux de brousse sont des calamités pour nous. Ce sont des fléaux qui vraiment gangrènent même les forêts
mais également qui ravagent les tapis herbacés qui ont des conséquences sur l'embonpoint du cheptel, mais également ravagent aussi les étendues, les champs, en renvoyant avec eux, en ravageant également, jouant sur la fertilité des sols. Donc c'est un phénomène que nous essayerons de juguler en rapport avec l'ensemble des services locaux compétents, le vol de bétail, parce qu'on sait que aussi c'est des points qui interpellent au plus haut point nos agriculteurs et nos éleveurs. Le fleuve, il a une fonction écosystémique. Hein. Le fleuve Casamance, dans sa partie de Kolda, connaît quand même une situation alarmante qui a été décriée un peu partout. Et je crois que aussi c'est ressorti dans les échanges, dans les travaux de cette consultation régionale-là. Et ça a été même érigé en message clé, c'est-à-dire les acteurs de Kolda réclament avec insistance le dragage et la réhabilitation, en tout cas, du fleuve Casamance qui est dans un état un peu désagréable et qui peut jouer un rôle de catalyseur de la production horticole, de la pêche même, et même de l'irrigation, et venir contribuer à l'accès à l'eau par les champs. Donc ce fleuve-là préoccupe au plus haut point, n'est-ce pas, les populations de Kolda, et ça figure en bonne place, son dragage, et nous avons mené le plaidoyer qu'il faut en rapport avec l'ensemble des acteurs pour obtenir du gouvernement du Sénégal le dragage du fleuve Casamance ici à Kolda.